Débat, sénateur Dalphond. Merci, Madame la Présidente. Honorable colleagues, we are... Honorables collègues, nous entamons la dernière étape de notre étude sur la loi C7, dis-je, portant sur l'aide médicale à mourir. Et alors qu'on entame cette étape, j'aimerais parler du contexte de ce débat, y compris les exigences juridiques et les attentes des Canadiens. Mais d'abord, j'aimerais rendre hommage aux membres du Comité permanent des affaires constitutionnelles et juridiques qui, depuis novembre 2020, ont tenu 9 jours complets d'audience, totalisant 56 heures de témoignages donnés par 146 témoins, et nous avons passé des heures à examiner plus de 100 mémoires reçues. Le comité a entendu différents points de vue, y compris des ministres, des autorités réglementaires provinciales, des groupes de défense de droits des personnes qui vivent avec des handicaps, des universitaires, des praticiens dans le domaine médical, dans le domaine... The hard work of my colleagues on the steering committee, our chair, Senator Jaffer, and Senator Batters and Senator Campbell. Unfortunately, Senator Campbell had to take a step back for health reasons in December, and I look forward for his return amongst us in good shape. Through the entire process, we were assisted by devoted staff in our respective offices, by a highly efficient committee clerk, Mark Palmer, and by 2 exceptional analysts from the Library of Parliament, Julian Walker and Michaela Keenan-Peltier. All of them perform public service beyond the call of duty. Ils ont tous très bien fait leurs devoirs. Ils se sont tous bien acquittés de leurs responsabilités. Je les remercie pour leur appui, leur disponibilité, leur contribution. J'aimerais aussi féliciter tous les leaders des différents groupes du Sénat en ce qui concerne l'organisation des débats qui planchaient sur les pratiques développées lors de la dernière législature et de la première itération du projet de loi sur l'aide médicale à mourir et la légalisation du cannabis aussi. Et je sais que le vote final sera prévu à un moment défini, ce qui donnera aux Canadiens davantage un meilleur accès à notre travail. Maintenant, le C7. Le contexte est simple. Après une décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Truchon en septembre 2019, le procureur général du Canada a reconnu que la mort naturelle raisonnablement prévisible, le critère pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, n'était pas cohérent quant à la décision avec la décision de la Cour suprême de Carter. C'est pourquoi. Et cette conclusion avait été conclue par le Sénat en 2016. C'est pourquoi. Ménard a dit que la décision de la Cour supérieure du Québec, ouvrez les guillemets, colle de très près à la décision Carter. Elle dit bien clairement ce que disait la décision Carter était très claire et s'applique effectivement à M. Truchon et Mme Gladu. Elle ne voyait pas de raison de s'en écarter ou de décider autre chose. Dans Carter, les souffrances intolérables ressenties par les patients représentaient le critère de décision de la Cour. Fin de la citation. Une fois le projet de loi C7 adopté et entré en vigueur, une erreur commise par le gouvernement et la Chambre des communes en 2016 sera enfin corrigée. Cela permettra à tous les Canadiens et Canadiennes qui souffrent et qui répondent aux critères d'admissibilité de pouvoir choisir, s'ils le veulent, dans le respect de leur autonomie, une mort paisible. En corrigeant cette erreur, le Parlement ne fera pas que respecter un droit constitutionnellement protégé par la Charte des droits et libertés, celui du droit de décider par soi-même de sa fin de vie, y compris à un moment qui respecte son droit à la dignité. En effet,
Nous respecterons aussi la volonté des Canadiens et Canadiennes. Selon un sondage récent d'Ipsos Canada, pas moins de 86 des répondants déclarent être d'accord avec l'arrêt Carter, ce pourcentage s'élevant à 89 au Québec. De plus, en réponse à une question précise portant sur l'objectif premier de C7, soit d'enlever le critère de la mort raisonnablement prévisible, 71 des répondants ont indiqué leur appui. Cela dit, l'enlèvement de ce critère ne peut cacher une réalité différenciée, soit d'une part celle des personnes qui ont atteint un point de souffrance intolérable et dont la mort est raisonnablement prévisible, et d'autre part celle des personnes qui se voient confrontées à des souffrances intolérables et irrémédiables, mais qui prévivent encore plusieurs années. Devant cette situation factuelle indéniable, le gouvernement a choisi d'adopter 2 séries de critères pour l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Certains témoins auraient préféré qu'il n'y ait qu'une série de mesures de sauvegarde et d'exigences d'admissibilité applicables à toutes les demandes. Néanmoins, je suis d'avis que l'on ne peut nier la raisonnabilité de l'approche différenciée retenue par le gouvernement et endossée par une large majorité des partis à la Chambre des communes et des députés. Dans les jours qui viennent, certains proposeront des amendements aux mesures de sauvegarde pour chacune des situations, les uns d'avis qu'elles ne vont pas assez loin, les autres qu'elles vont trop loin. Pour ma part, je retiens que le projet de loi propose un équilibre entre autonomie et protection des personnes vulnérables, en ajoutant des mesures de sauvegarde renforcées pour les personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. On y retrouve notamment une obligation de la part du praticien d'explorer avec le patient tous les services offerts pour soulager la souffrance, y compris les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées et les services communautaires disponibles. Before the committee, Au comité, la ministre Lametti a expliqué l'objectif de la deuxième voie. Dans le cadre de l'élaboration de C7, la ministre de la Santé et moi-même avons rencontré des organisations et des personnes parlant au nom des personnes handicapées lors de tables rondes tenues dans tout le pays en janvier et février 2020. L'une de ces tables rondes était précisément axée sur les droits des personnes handicapées et était principalement composée d'organisations nationales et régionales de défense des droits des personnes handicapées. Cette mesure législative reflète les préoccupations soulevées lors de ces consultations avec l'inclusion d'un système à 2 voies parallèles avec des garanties accrues pour les personnes dont le décès n'est pas raisonnablement prévisible. Cela étant dit, je reconnais que notre société doit encore consacrer davantage de ressources pour répondre aux besoins des personnes handicapées, pour fournir davantage de soins palliatifs, notamment dans les endroits isolés, de mener davantage de recherches sur diverses maladies et leur traitement, et ainsi faire des recherches et améliorer les déterminants sociaux de la santé. Par exemple, nous devons mieux comprendre les facteurs sociaux en jeu lorsque des personnes prennent des décisions importantes concernant leur santé, leur vie, notamment en matière de traitement et d'intervention. Par exemple, quels facteurs sociaux influent-ils sur les choix relatifs aux solutions de fin de vie? Que pousse une personne à choisir la sédation palliative continue ou l'aide médicale à mourir? Mais à moins de revenir aux anciennes conceptions, nous devons être fermes dans la protection du droit des patients à être pleinement informés, décider en toute indépendance ce qui est le mieux pour eux. Toute la pratique médicale repose désormais sur les concepts de consentement éclairé et d'autonomie du patient.
La Charte canadienne des droits et libertés protège cette sphère d'autonomie. Les structures en place ne sont pas des raisons pour nier cette sphère d'autonomie. Les préoccupations très réelles concernant le financement insuffisant, le racisme et les préjugés dans le système de santé ne devraient pas l'emporter sur le droit constitutionnel des personnes souffrant de souffrances intolérables d'accéder à l'aide médicale à mourir si c'est ce qu'elles veulent vraiment. Des préoccupations valables concernant d'autres droits, tout aussi importants, ne peuvent justifier la négation des droits des autres. Les imperfections ne justifient pas la poursuite des souffrances. Vous avez bien écrit que ce qu'elle souhaitait, c'est de pouvoir mettre un terme, au moment qu'elle aura choisi, à sa vie, et je cite, « efficacement et sans souffrance, avec mes meilleurs amis, une flûte de champagne rosée dans une main et un canapé dans l'autre, admirant pour une dernière fois, de mon vivre, le soleil se coucher dans le fleuve. » Fin de la citation. Ne nions pas, Madame Gladu, il y a d'autres dans des circonstances similaires, la possibilité de mettre un terme à leur souffrance aussi paisiblement que possible, accompagnés de leurs proches. Ne nions pas à leurs proches la possibilité de participer pleinement à la fin de vie de leurs êtres chers et de dire au revoir, comme l'ont pu faire les proches de Marilyn Gretzky. In my view, à mon avis, le projet de loi C7 arrive à un équilibre raisonnable en supprimant le critère de la mort raisonnablement prévisible et en renforçant les garanties applicables. Cette approche reconnaît les diverses perspectives de la communauté des personnes handicapées et n'encourage en aucun cas les personnes handicapées à choisir l'aide médicale à mourir ou à approuver de telles idées. Il est important de se rappeler que l'accès à l'aide médicale à mourir est basé sur le consentement éclairé du demandeur et uniquement du demandeur. Cela étant dit, je suis d'accord avec de nombreux autres sénateurs pour dire que le C7 pourrait être amélioré. Comme vous le savez, j'ai exprimé des inquiétudes à propos de l'exclusion des personnes souffrant d'une maladie mentale. Cette maladie mentale étant la seule affection sous-jacente. On ne définit pas la maladie mentale dans la loi. Demain, j'aurai l'honneur de présenter un amendement au projet de loi pour préciser les exclusions concernant les maladies mentales et du fait qu'elle ne devrait pas inclure les troubles neurocognitifs tels que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, de Huntington et la démence. Dans le cas contraire, le projet de loi C7 restreindrait en fait l'accès à l'aide médicale à mourir par rapport au régime actuel, ce qui serait un recul complètement inacceptable et inconstitutionnel. D'autres préoccupations, c'est l'exclusion totale des maladies mentales. Comme l'ont souligné de nombreux psychiatres et autres médecins, ceci revient à stigmatiser encore davantage les personnes souffrant de maladies mentales. En outre, comme l'ont déclaré de nombreux experts juridiques, cette exclusion très large est contraire à l'approche d'évaluation individualisée avancée dans l'affaire Carter-Truchon et réitérée plus récemment dans la Cour suprême du Canada dans l'affaire procureur général de l'Ontario contre G. Beaucoup de témoins ont déclaré que l'élaboration de lignes directrices et de normes requises pour les patients souffrant de troubles mentaux prendra un certain temps. Et donc, l'adoption d'une clause de temporisation serait, à mon avis, une manière raisonnable de traiter la période intérimaire requise pour que les provinces et la profession médicale établissent les lignes directrices et les normes appropriées pour un accès responsable et uniforme à l'aide médicale à mourir lorsque la seule cause de souffrance est un trouble mental. J'attends avec impatience le débat des prochains jours alors que nous nous efforçons de mettre en place la meilleure politique publique possible pour les Canadiens grâce à notre contribution de ce second examen objectif. Merci.